On va parler d'une toute autre histoire qui va vous faire réagir aussi, j'en suis sûr. Le soir du réveillon, une pharmacie d'Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne a été cambriolée par deux Algériens sous OQTF. Ils ont été interpellés puis relâchés. Pourtant, les deux auteurs en situation irrégulière étaient déjà connus de faits similaires. Alors, Gauthier Lebret, évidemment, il y a toute la société française. Tout. Il y a tout dans cette affaire parce que vous avez donc deux Algériens en situation irrégulière, multirécidivistes, sous obligation de quitter le territoire français, ce qui fait déjà un joli package. Et donc là, ils se retrouvent confrontés, parce qu'ils sont pris en flagrant délit, à l'institution judiciaire qui décide, le parquet, qui décide de les libérer au bout de 24 heures de garde à vue. Ils auraient pu prolonger la garde à vue, ils ne le font pas. Ils regardent les places en centre de rétention administrative, ils disent il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Donc, voilà. On les libère au bout de 24 heures avec, vous savez ce qu'a fait le parquet ? La seule décision qu'a pris le parquet, c'est que les deux Algériens sous OQTF n'ont pas le droit de se rendre dans un périmètre autour de la pharmacie. Oui, bien sûr. Voilà ce que a juste prévu la justice. Donc, vous avez l'inexécution des OQTF, vous avez le côté multirécidiviste, vous avez la justice laxiste, vous avez le manque de place en centre de rétention administrative. Donc là, on a une belle addition de tout ce qui ne fonctionne pas en France. On est avec Amaury Bucco, journaliste qui a révélé cette info. Bonjour Amaury, merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour Mickaël, merci de m'inviter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé précisément le soir du réveillon dans cette pharmacie ? Oui, eh bien écoutez, d'abord tout commence en fait par le déclenchement de système de l'alarme de la pharmacie. Ce système d'alarme est relié à la police et donc la police est avertie qu'il y a un cambriolage en cours. La police se rend sur les lieux, découvre d'abord la façade a été très sévèrement endommagée puisqu'en fait les deux cambrioleurs présumés sont rentrés notamment à l'aide d'une pioche. Et puis lorsqu'il rentre dans la pharmacie, il voit qu'elle est sans dessus dessous, comme un cambriolage classique, c'est-à-dire la caisse éventrée, les produits des détalages, tout ça a été renversé. C'est vraiment le bazar dans toute la pharmacie. Et ils entendent des voix au fond du magasin et donc ils comprennent que les deux ravisseurs présumés sont dans la pharmacie. Et donc à ce moment-là, ils les interpellent immédiatement, évidemment. Et ils les emmènent au commissariat. Alors déjà, faut bien se dire que leur culpabilité ne fait pas trop de doute dès le début, puisque effectivement déjà ils se retrouvent dans la pharmacie. On retrouve sur eux des médicaments, plusieurs produits qui appartiennent à la pharmacie qu'ils ont dérobés, mais aussi de l'argent, un peu de contenu de la caisse dans leurs affaires. On retrouve aussi la pioche, un tournevis et un gant de manutention qui a probablement servi à rentrer par effraction. Et eux-mêmes, les deux hommes d'ailleurs, ne font pas trop de mystère sur leur culpabilité puisqu'ils avouent immédiatement qu'ils sont effectivement rentrés là pour cambrioler les lieux, qu'ils ont d'ailleurs avant volé une pioche ailleurs dans un cabanon de jardin. Bref, on comprend que ces deux hommes en fait, qui sont marginaux, vivent de cambriolage, de larcin, puisque je rappelle que ce sont deux hommes SDF en situation irrégulière qui étaient sous OQTF, donc qui n'avaient aucun moyen de subsistance et donc qui sont très nombreux en Ile-de-France à vivre comme ça. Donc les policiers ont à ce moment-là tous les éléments en leurs mains, font remonter, comme c'est la procédure, au parquet de Créteil, et c'est le substitut du procureur qui est là cette nuit-là de permanence, qui recueille ces éléments et qui décide au regard de ce qui lui a été donné, donc les preuves et les aveux, de finalement faire libérer ces deux hommes avant même le délai classique de garde à vue qui est 24 heures, renouvelable une fois, donc 48 heures. Si bien que, avant même que la pharmacienne ait pu faire un complément de plainte au commissariat pour expliquer tout ce qui lui avait été volé, notamment des bijoux, mais aussi en fait les 3/4 de la caisse qui n'ont pas été retrouvés sur les deux hommes, qui en fait ont fait des allers-retours pour cacher leur butin, c'est bien que quand cette pharmacienne est allée au commissariat le lendemain, on lui a expliqué que les deux hommes avaient déjà été libérés, et donc elle n'a pas pu, sa plainte n'avait même pas lieu d'être, puisque le parquet a donc décidé d'un classement avec pour seule mesure restrictive l'interdiction de paraître sur la commune d'Ivry-sur-Seine. Et puis s'ajoute à cela le fait que, comme toute garde à vue avec des personnes sous OQTF, les policiers signalent leur présence à la préfecture pour que la préfecture décide des suites administratives, sachant qu'ils étaient sous OQTF, et la préfecture a signalé aux policiers qu'il n'y avait pas de place dans les centres de rétention ni dans les locaux de rétention, et donc on ne pouvait pas les garder, et donc il fallait les libérer. C'est finalement ces deux choses, à la fois la justice et la préfecture, qui ont fait qu'ils se sont retrouvés dehors au bout de moins de 24 heures, et qu'aujourd'hui elles sont dans la nature avec une obligation de paraître à Ivry-sur-Seine, mais on peut se douter qu'ils vont aller récupérer leur butin qu'ils avaient probablement caché près de la pharmacie, et puis comme ils n'ont pas de papier ni
ni de logement, ils vont continuer probablement à tournoyer comme ça en Île-de-France et à vivre de menus larcins. C'est fou. Ce qui est fou, Amaury, j'aimerais que vous m'expliquiez, parce que vous êtes en train de nous dire qu'ils ont été relâchés au bout de 48 heures, mais que... de moins de 24 heures. En moins de 24 heures, pardon. Qu'ils auraient pu... La garde à vue aurait pu être prolongée, puisque elle n'avait pas encore été prolongée. Ils auraient pu la prolonger, mais ils ne l'ont pas fait. Elle aurait pu même, la substitut du procureur aurait pu même demander à ce que la garde à vue aille jusqu'à 24 heures. Non, 48 heures. Aussitôt... En fait, en général, c'est 24 heures renouvelables une fois. Oui, c'est ça, 24. Voilà. Et là, même avant la fin des 24 heures, elle a décidé qu'il fallait mieux les relâcher, qu'on allait classer l'affaire, un classement 501 avec interdiction de paraître à Ivry-sur-Seine. Le risque de récidive est extrêmement élevé. Mais surtout que c'était déjà une récidive. Mais on ne sait pas quoi faire. Alors moi, ce qu'on m'a dit de mes sources policières, c'est qu'ils étaient déjà connus pour des faits, mais quand on dit connus, ça ne veut pas dire qu'ils ont été condamnés, il y avait une procédure en cours. Et pourquoi, d'après vous, ils n'ont pas envoyé en comparution immédiate ? Alors, pour en avoir un peu discuté avec les sources policières là encore et d'expérience, ce qui se passe, c'est que je pense que la substitut du procureur s'est dit, la principale raison qu'on connaît tous, c'est de se dire, on va pas encombrer les tribunaux, il y a trop d'affaires, on va classer, pour pas que la pile de dossiers s'allonge. Mais il y a aussi le fait on les a pris sur le fait, et finalement, que quelque part, ils n'ont pas pu consommer leur vol, qu'elle a pensé qu'on avait retrouvé toutes les affaires volées sur eux. Enfin, le vol et la tentative, c'est réprimé de la même façon. Allait pouvoir récupérer ce qui lui a été volé. Et le dernier point, c'est les assurances, où elle s'est probablement dit, là encore, que finalement, pour tout ce qui est dégâts matériels, puisqu'il y en avait beaucoup, forcément, puisqu'ils ont cassé la porte, le volet, et puis derrière, ils ont mis le bazar, et bien que pour tous ces points-là, ça serait l'assurance qui allait rembourser, et que finalement, la pharmacienne s'y retrouverait, et qu'il n'y avait pas besoin d'aller poursuivre des personnes dont, finalement... même pour un vol comme ça, il ne serait pas allé en prison et pour faire exécuter une peine. Donc, je pense que le raisonnement a été le suivant. Donc, Amaury, ça veut dire que dès lors que la juge a estimé que le dommage pour la société et pour la victime n'était pas considérable, finalement, par manque de moyens, notamment dans les centres de rétention, la substitut du procureur a pris cette décision pour se débarrasser du dossier en se disant il y a plus grave que ça, quoi. Oui, mais alors les centres de rétention, c'est encore autre chose. La justice ne s'occupe absolument pas du volet administratif, ça c'est vraiment la préfecture de son côté. Mais effectivement, vous avez raison. Et ce qui est, c'est évident, et ça arrive pour beaucoup d'autres affaires dont on parle pas. Il y en a comme ça, il y en a des tonnes. C'est qu'évidemment que quand on estime que finalement certes il y a eu un vol, mais la personne n'a pas eu le temps de voler les choses, ou les biens ont été restitués, donc finalement on ne poursuit pas, on décide de classer l'affaire. Ça arrive extrêmement souvent malheureusement. Je pense aussi que le profil des mises en cause qui sont des personnes en situation irrégulière qui a priori n'ont pas vocation à rester sur le territoire fait que la justice se dit peut-être que ça sert pas à grand-chose de les poursuivre puisqu'à long terme, ils ne seront plus là. J'imagine qu'il y a de ça aussi. Mais ce qui est fou, c'est que moi, quand j'ai eu cette pharmacienne, donc le lendemain des faits, que je lui ai expliqué ce qui se passait, elle est bien évidemment tombée de sa chaise. Vous l'avez rencontrée ou vous l'avez eu simplement au téléphone ? Non, je ne suis pas à Paris, je suis pas en région parisienne là. Donc je l'ai eu au téléphone, en fait. C'est moi qui lui ai expliqué tout ce que je viens de vous expliquer. Et elle est hallucinée. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle allait faire un complément de plainte quelques jours plus tard pour essayer de rouvrir le dossier. Mais le problème, c'est que même si le parquet décidait que oui, finalement, comme en fait, il y a bien 1000 euros qui ont disparu, maintenant en fait, ils sont dans la nature. Ils n'ont pas de garantie de représentation. Ils n'ont pas de logement. Comment on va remettre la main dessus ? Probablement qu'on va remettre la main dessus au prochain fait. Mais là, en tous les cas, pour l'instant, on les a plus. Oui, parce c'est qu'ils n'aient pas envoyé en comparution immédiate, étant précisé que juridiquement, le vol et la tentative de vol, c'est réprimé de la même façon. Donc là, il aurait pu techniquement aller en comparution immédiate. Bien sûr, on peut dire que la pioche, il l'avait volée aussi. La pharmacienne, elle a retrouvé. Ils ont retrouvé les effets sur eux, donc il n'y a pas beaucoup de débat. Oui, bien sûr. Ah non, mais il n'y a aucun doute. En plus, c'est en réunion de ce que vous me dites. Bien sûr, ils étaient deux. Il y a une circonstance aggravante. Enfin, je veux dire, et puis il y a un vrai risque de récidive. C'est pour ça que les policiers, mes sources policières, moi, me disent que sur place, c'est exaspérant parce que, en fait, toute cette période de Noël, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y avait eu énormément de classements similaires. Il y a eu d'autres affaires. Là, récemment, ils ont arrêté un type qui était sur un scooter, qui avait limé le numéro d'identification du scooter parce qu'il était volé. Et pareil, le parquet a décidé de pas le poursuivre pour recel, alors qu'il y avait toutes les raisons de le faire. Et si vous voulez, les policiers ont l'impression de travailler pour rien. C'est ça. Cette procédure évidemment. De la pharmacienne, ils se sont rendus sur place très rapidement. Ils ont pu interpeller les hommes, ils les ont auditionnés, ils ont recueilli des éléments.
Et derrière, qui est-ce qui vient se plaindre auprès d'eux? C'est la pharmacienne qui leur dit, mais écoutez, je comprends pas. Moi, vous interpellez la personne, elle a fait plein de dégâts. Moi, je veux pas qu'elle revienne dans ma pharmacie. Je trouve qu'elle est au-dessus, donc j'ai un peu peur. Et là, vous me dites qu'en fait, ils sont déjà relâchés et qu'ils seront pas poursuivis. C'est-à-dire que vous êtes en lien avec les policiers qui se retrouvent totalement démunis. Et évidemment, et on les comprend. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas les outils pour régler le problème de cette pharmacienne. Et puis cette pharmacienne que vous avez de l'autre côté au téléphone, qu'est-ce qu'elle vous dit, la pharmacienne? Eux, en fait, les policiers, ils ont le problème pour régler ils ont les outils pour régler le problème à court terme, c'est-à-dire ils peuvent arrêter. Oui, c'est ça. Sauf qu'après, les placer en garde à vue, mais à long terme, si la justice n'est pas là, ces deux personnes-là, s'ils sont pas expulsés, évidemment, qu'ils vont se faire réinterpeller plusieurs fois, qu'ils vont donner probablement des fausses identités, etc. Enfin, c'est un énorme gâchis. La pharmacienne, elle aimerait que ces personnes ne puissent plus récidiver, et elle se dit surtout, comme j'habite au-dessus, si quand il y a eu le déclenchement de l'alarme, que j'étais descendu pour aller voir ce qui se passe, que je me serais retrouvé face à eux, ils avaient une pioche, un tournevis, et il aurait pu se passer un incident, elle aurait pu être agressée, elle se dit, mais peut-être que là, enfin, la justice aurait réagi, mais en fait, elle me disait, mais on est obligé d'en arriver là pour espérer avoir une réponse de la justice, c'est ça la France aujourd'hui, oui, c'est ça son discours, et moi, en tant que journaliste, je suis pas un homme politique, donc je lui fais pas de proposition, mais je lui dis, oui, je suis désolé, c'est comme ça, au moins, je peux vous l'informer, et puis essayer de faire les démarches nécessaires, mais c'est vrai que c'est hallucinant. C'est hallucinant. Pour le français lambda, les annonces de fermeté de Monsieur Darmanin pèsent peu devant cet exemple. Oui, mais alors après, il faut bien comprendre que entre des annonces qui sont faites mais j'entends bien. Même s'il vient d'arriver, Gérald Darmanin, ça réplique à toute la chaîne pénale. Sachant qu'après, il faut bien comprendre aussi, il y a des choses, je dirais pas que c'est arbitraire, mais en l'occurrence, le parquet, la substitut procureur qui était de permanence cette nuit-là, elle a fait des choix individuels que n'auraient peut-être pas fait ses confrères. Et qui engage toute la justice malheureusement. Mais il y a quand même un problème de manière générale avec les OQTF dans ce pays, dont je rappellerai que la majorité sont algériens, comme la population d'ailleurs des centres de rétention. Emmanuel Macron avait dit en 2019, je crois, 100% des OQTF seront exécutés. Là, on est à moins de 10%. C'est la plus grande fausse promesse, je pense, d'Emmanuel Macron. Et pourtant, il y en a eu beaucoup. Nous avoir fait croire qu'il avait pour objectif de réaliser 100% des OQTF. Le problème qu'on a avec l'Algérie... combien de pourcents là actuellement? 10, moins de 10%. Le problème avec l'Algérie, c'est qu'on ne prend jamais des mesures de rétorsion. Et alors là, nos relations diplomatiques, autant vous dire qu'avec Alger, c'est une catastrophe. On a Boualem Sansal qui est en train de croupir dans une geôle algérienne. Enfin, maintenant, il doit être à l'hôpital. Et évidemment, sous les droits de la défense ne sont pas assurés. Dans un sale état. Certains parlent de mesures de rétorsion, on les prend même pas. Et on les a pas pris sur le dossier des OQTF, pas plus qu'on les prendra pour sauver Boualem Sansal. Je reprends le terme que j'ai pris tout à l'heure, mais là en revanche c'est un manque pour le coup c'est un manque de volonté politique et de courage. Puisque contre l'Algérie on a plein de mesures de rétorsion que nous pourrions appliquer. Il y en a toute une liste. On peut en citer quelques-unes. Mais alors d'après vous, pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne le fait pas? Pour préserver les relations diplomatiques. Parce qu'il y a d'autres considérations. Il y a le renseignement, il y a le gaz. Donc c'est aussi pour ces raisons-là. Oui, mais enfin, vous savez, quand il a fallu se passer du gaz russe, on s'est passé du gaz russe. Et puis on est allé chercher le gaz de l'Azerbaïdjan qu'il l'achète lui-même à la Russie. Formidable hypocrisie, l'Azerbaïdjan qui s'en prend quotidiennement aux Arméniens. Donc s'il faut se passer du gaz algérien pour résoudre le problème des OQTF, le problème c'est qu'on a pris du gaz algérien pour se passer du gaz d'Azerbaïdjan. Non, du gaz russe. Le gaz de l'Azerbaïdjan, Ursula von der Leyen, elle a rencontré le dictateur Aliyev. On ne serre pas la main de Poutine, mais on serre la main d'Aliyev. Oui, mais justement, le gaz algérien est une alternative à ça. Oui, mais il faut choisir ses priorités. Maintenant, il faudrait peut-être. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grande démocratie qui produit beaucoup de gaz. Non, mais il n'y a pas de grande démocratie qui nous impose autant d'OQTF en France, comme le rappelait Vincent. Oui, c'est les chiffres. Donc, au bout d'un moment, il faut résoudre ce problème des OQTF. On ne peut pas regarder le problème des OQTF, se plaindre des multirécidivistes, cambrioleurs, quand on est sur des problèmes de cambriolage, et dire on ne peut rien y faire, c'est comme ça, et on reste aux alentours de 10%. Déjà, on peut arrêter de les faire rentrer. Déjà. Non, puis
puis sur un plan, c'est des clandestins. Non, mais j'ai compris. Mais quand je les faire rentrer, c'est ne pas prendre de mesures contre eux. Et puis sur un plan strictement moral, il faut arrêter de se faire humilier par l'Algérie. Il y a un moment, ça devient absolument insupportable. Il faut dénoncer les accords de 68. Il faut dénoncer les accords de 68 qui n'ont pas vocation à être pérennes. Mais non. Un accord. Pourquoi un traitement de faveur à l'Algérie ? Non, mais ça s'est expliqué. En 62, on pensait que les pieds noirs ne reviendraient pas assez vite et que la libre circulation favorisait aussi. Pourquoi continuer ce traitement de faveur ? Voilà, l'accord n'est pas pérenne. Il faut arrêter de se laisser humilier par l'Algérie. Vincent Gauthier, on est sur une problématique. Là, on est sur un exemple sur lequel ni le garde des Sceaux, ni le ministre de l'Intérieur n'a réellement le pouvoir de faire quelque chose en réalité. C'est le ministère des Affaires étrangères. C'est le ministère des Affaires étrangères. Donc c'est l'Élysée. C'est l'Élysée en réalité. Donc là, c'est un problème qui ne changera pas. Il n'y a pas que l'Algérie dans le dossier des OQTF. Donc prenons globalement les pays qui refusent de reprendre leurs ressortissants sous OQTF. Mais vous avez des leviers. Vous avez des leviers. Vous pouvez dire, il n'y a pas un dirigeant, pas une personne de l'élite de ces pays qui viendra se faire soigner en France. Tous les biens en France de l'élite de ces pays qui refusent de reprendre les OQTF, c'est saisi. Je ferme les transferts de fonds à Western Union, ce qu'avait proposé Arnaud Montebourg. Oui. Il s'est retiré. Ça, c'est une fausse solution parce qu'on peut contourner en passant par un autre pays. Donc on peut toujours contourner, mais on peut mettre des obstacles. Croyez-moi que si vous bloquez les transferts de fonds par Western Union, vous pouvez peut-être contourner. Ça va impacter beaucoup de monde. Ça va impacter beaucoup de monde. Ensuite, vous pouvez complètement diminuer le flux de touristes. Ensuite, vous pouvez évidemment. Pourquoi on est revenu à la normale sur les visas, on les avait baissés de moitié, 25%. Ça n'a pas marché. Mais ça n'a pas marché parce qu'on c'est pas vous posez la question, mais vous connaissez. Non, mais Gauthier, vous posez la question, mais vous avez la réponse. On a fait ça que quelques mois. C'est totalement faux. Ça a duré 6 mois. Ce n'est pas parce qu'on l'a fait que quelques mois, ça n'a absolument pas marché. Mais c'est pas pour ça qu'on a arrêté, Philippe. Pour beaucoup dans notre brouille avec le Maroc. Ça a été pour beaucoup, ça a eu des conséquences diplomatiques avec le Maroc parce que c'est pour ça qu'on a arrêté. C'est pas pour cette raison. Si je peux vous expliquer en une phrase. Allez-y. Ça l'a touché cette arrêtez de faire cette. Je suis désolé. Vous écoutez, on peut rien faire. Donc mais on garde les OQTF. Non, vous voulez pas m'écouter. On en a fait plus. Laissez Philippe répondre. On dit pas qu'il faut rien faire. On dit juste que cette politique n'a rien marché. Donc ça n'a pas marché parce que ça ne touchait que la bourgeoisie marocaine qui a des relations d'affaires avec la France. Donc ça passait complètement à côté du sujet. Je peux vous dire donc que c'est si une vous politique avez inefficace. Zéro visa et que vous tenez bon, à mon avis, les laissez-passer consulaires vont augmenter. C'est toujours pareil. Moi, je vous dis il faut tenir sur le long terme. Inefficace. Mais on a cédé tout de suite. Il y a aussi une part de bluff. C'est qui va céder le premier. Et donc c'est nous qui avons cédé les premiers. Mais vous êtes plus fort que le ministère des Affaires étrangères, de l'Intérieur et du gouvernement réuni. Non, mais vous n'êtes pas cette politique a été complètement à côté de la plaque. Philippe, c'est bien pour ça qu'il a été à tout va bien. Vous voyez bien que restez dans vos certitudes sur lequel il faut discuter-en 3 secondes avec des Marocains et vous verrez ce qu'a donné cette politique. On fait quoi ? Il y a d'autres moyens de pression, mais celui-là n'a pas marché. Lesquels ? Économique notamment. La clé, elle a été économique. Le blocage des transferts de fonds. Donc on fait quoi ? Vous êtes contre les visas ? Contre le blocage des transferts de fonds. Que le réel existe. Les transferts de fonds. Alors ça venant de vous, c'est très drôle. Très drôle. Le réel. On va poursuivre le débat dans un instant si vous le voulez bien. Le réel n'existait pas. Les transferts de fonds, si vous les bloquez en France, vous passez par l'Allemagne et vous faites votre transfert de fonds. Ça leur met quand même des bâtons dans les roues. C'est un frein. Non, c'est pas vrai. Bien sûr que si. Mais c'est un frein. C'est des fausses solutions. On va marquer une pause si vous le voulez bien. On va remercier Amaury Bucco qui était Philippe. On va remercier Amaury Bucco qui était avec nous à l'instant et qui intervenait sur l'antenne. 17h29 sur Europe 1. Demain, vous avez rendez-vous avec Laurie Choleva sur Europe 1 qui vous donne rendez-vous de 18h à 19h pour Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Et demain, Laurie recevra Franck Dubosc pour son film Un ours dans le Jura en salle mercredi prochain. On marche sur la tête, revient dans un instant. Restez avec nous sur Europe 1.